le collectif pour le Triangle de Gonesse, le 31M, le Rat, la Brèche, Jour debout, Stop Bolloré, Touche pas à Mazep, le collectif pour le boycott des présidentielles, le premier tour social et le parti abstentionniste et sans voix. Donc on va commencer par les gypsies. Donc il y a à peu près du coup 5 minutes maximum par collectif. Et c'est pour que chacun puisse passer et après il y aura l'orchestre debout. Donc du coup Laurent, je te passe la parole. Oui. Bonjour. Je viens pas pour revendiquer un truc immédiatement. J'ai accompagné des familles roms vivant en bidonville, mais qui ont été expulsées maintenant, donc j'ai plus besoin de renfort immédiatement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est partager l'expérience que j'ai eue, le fait que pour pouvoir faire quelque chose, il faut rejoindre d'autres personnes. Et le jour où il y a un bidonville rom qui s'installe à côté de chez vous, vous pouvez juste chercher Rome Europe sur Internet, et avec ça, vous serez en contact rapidement avec d'autres associations. Je suis pas assez près du micro? Faut que je crache dedans carrément. Oui, du coup je suis paumé, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Bon, moi par contre je peux raconter un petit peu comment ça m'est arrivé. Je menais une action dans un quartier du Val-de-Marne. Et un jour, une copine a vu une maman rom en train de faire la manche avec un gamin, juste dans le coin où on était installé. Et c'est dit, c'est dommage que le gamin soit là en train de faire la manche, alors qu'il peut venir participer aux activités qu'on fait avec les enfants du quartier à cet endroit-là. Elle a proposé à la maman que le gamin vienne nous rejoindre. La maman était hésitante. La semaine d'après, quand on est revenu, elle a accepté que le gamin vienne, mais elle l'a accompagné. Elle est restée avec nous tout le temps. Et elle a arrêté de faire la manche pendant 1 heure pour pouvoir accompagner son gamin. On a fait ça 2 ou 3 semaines comme ça. Puis après, son gamin a eu le droit de venir tout seul. Puis petit à petit, ses cousins sont venus et on a découvert que ces gens-là habitaient sur un bidonville, pas très très loin. Et donc, on est rentré en contact rapidement avec d'autres associations et on a accompagné ces familles roms dans l'accès à l'école pour les enfants, l'accès à la santé pour les malades, l'accès à la PMI pour les jeunes femmes enceintes ou pour les bébés, les aider à prendre contact avec des avocats quand des démarches judiciaires étaient entreprises contre eux pour les expulser de terrains qui étaient des terrains vagues, des délaissés d'autoroutes, des coins où vraiment impossibles, où il n'y avait rien de prévu sauf de laisser pousser de l'herbe sauvage, des terrains appartenant à l'État la plupart du temps. Et donc au fur et à mesure de ça, ça m'a amené aussi à me documenter et à apprendre un petit peu mieux quelle était l'histoire de ces Roms venus de Roumanie et de Bulgarie, et de me rendre compte que tous les préjugés qui sont balancés à longueur de journée ne correspondaient pas du tout aux personnes que je rencontrais. Donc quand, comment dire, les préjugés de dire les Roms sont tous des voleurs sont faux, puisqu'il y en a qui ne volent pas, ou en tout cas s'ils volent, ils ne sont vraiment pas doués, parce que ce qui leur reste pour manger tous les jours ou pour habiter à longueur d'année, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est vraiment des très très mauvais voleurs, ceux-là. Alors que j'ai rencontré au contraire des gens qui étaient en train de se débrouiller pour bosser en se faisant payer au noir, pas beaucoup, dans le bâtiment, ou à faire de la réparation automobile, un petit peu n'importe où. Voilà. Maintenant, on n'a pas réussi à aller jusqu'à empêcher les expulsions de terrain, donc même si on a pu les accompagner au cours de 2 ou 3 expulsions, ils ont fini par se retrouver évacués beaucoup plus loin. Ce que j'ai appris par contre au passage, c'est que un des buts des expulsions, c'était de faire monter les statistiques sur les expulsions d'étrangers, parce que quand on prend un terrain où il y a 50 Roms et qu'on les expulse, ça fait 50 expulsions hors de France. Alors qu'on sait très bien qu'un Rom roumain ou bulgare, une fois qu'on l'a expulsé, le lendemain il repasse la frontière, il a le droit de rester 3 mois en France. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'un Rom, on peut même l'expulser plusieurs fois dans l'année. Et au moment où je pouvais faire ça, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une part très très importante des statistiques d'expulsion d'étrangers qui étaient composées de ces expulsions de Roms.
il y avait 20 000 Roms en France, hein, et ben ils réussissaient à en expulser 15 000 par an. Donc ça veut dire qu'il y en a qui passaient plusieurs fois dans le tourniquet. On s'est rendu compte aussi qu'on dépense un fric monstre pour gérer ces expulsions-là. On fait venir pour évacuer 15 familles, une cinquantaine de personnes, un escadron complet de police, de gendarmes mobiles qui viennent de Bretagne, qui viennent du Gers, qui viennent de l'autre bout de la France, qui sont mobilisés pendant toute une journée à encercler un terrain pour évacuer des gens. On amène des pelleteuses pour détruire tout de suite le peu de choses que ces gens ont réussi à accumuler pour se construire des baraques de fortune. Tout ça c'est écrabouillé immédiatement par des pelleteuses. Donc l'impression que ça donne, c'est vraiment plus qu'on cherche à focaliser sur des gens qui sont les plus pauvres, on cherche à vraiment les montrer du doigt, et ça marche, hein, puisque vraiment ils se retrouvent stigmatisés. J'étais vraiment surpris. Le quartier dans lequel on intervenait, c'est un quartier très populaire, avec beaucoup de population d'origine étrangère, des gamins maliens, sénégalais, nord-africains, qui quand ils voyaient un gamin rome, ne voulaient pas jouer avec lui, ne voulaient pas utiliser un crayon pour colorier s'il avait été touché par un gamin rome avant. Parce que les préjugés sur les Roms sont vraiment répandus partout dans la population. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais tester l'autre micro. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on entend mieux qu'avec celui d'avant? Oui, eh ben c'est super. Donc du coup, on va accueillir... 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon là? Normalement, il faut que je sois entre les deux. Mais. Du coup, on va accueillir Rien sans nous, qui va venir nous parler de leurs actions. Et après, s'il y a les personnes de la journée de la transition citoyenne, c'était Marion. Et tu es là? Ah, super. Et ceux de l'association pour une constituante, André et Anne-Cécile. Je te passe la parole. Alors bonjour, moi je fais partie du collectif Rien sans nous. Et du coup, nous sommes un collectif qui, face à l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons, avons décidé d'agir. Nous constatons que très peu de gens se sentent représentés par les candidats à la présidentielle, et la plupart des gens se résignent à voter par dépit ou même à s'abstenir. Et donc on trouve que cette situation n'est pas normale, et du coup on décide d'œuvrer pour une reconnaissance du vote blanc. Et voter blanc, en fait, c'est voter contre le système, mais aujourd'hui ce moyen d'expression n'est pas du tout reconnu, ou en tout cas pas suffisamment. Et du coup, il est temps de montrer que nous sommes unis par une même volonté de changement. Ainsi, nous proposons aux électeurs de s'unir en votant sous un même nom qui serait Rien sans nous. Comme ça pourrait amorcer une nouvelle façon de prendre en compte tous les votes, et notamment les votes blancs. Du coup, concrètement, on voudrait glisser dans l'enveloppe des bulletins reconnaissables, mis prochainement en ligne sur notre site internet, c'est-à-dire www.riensansnous.fr. Ainsi, nous proposons une voie qui montre une action commune, contrairement au vote blanc qui peuvent être perçus comme des actions individuelles et séparées. Cette action a pour but d'ouvrir des possibles à toutes les personnes qui ne se sentent pas représentées au premier tour ou au second tour. Voter sous le nom Rien sans nous, c'est exprimer sa volonté de se réapproprier le pouvoir de décision et créer une véritable influence sur les émotions. Voilà, donc vous pouvez consulter notre site internet et on va vous passer des prospectus dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Est-ce que les personnes de la journée de la transition citoyenne, voilà, donc c'est Marion, c'est ça. Donc c'est à toi. Parce qu'en fait, et après, ce sera l'association pour une constituante, donc c'est André et Anne-Cécile. Et ensuite, alors je sais pas si Eric Duval va être disponible, ou sinon ce sera Edwige de l'attaque. C'est difficile, mais peut-être qu'on va réussir. Bonjour, alors, je vais pas trop m'avancer. Moi, je vais vous parler de deux belles initiatives qui vont avoir lieu en 2017 et qui portent sur les alternatives. Donc, ces manières de vivre autrement, de manger autrement, de s'habiller autrement, de se déplacer autrement, qui sont créées par des milliers, voire des millions de personnes partout sur le territoire français et même sur d'autres territoires dans le monde. Et pour mettre en lumière toutes ces initiatives qui sont relativement invisibles et qui sont peu fédérées,
On a un mouvement qui s'appelle Alternatiba, que certains connaissent probablement, qui vise à valoriser toutes les initiatives qui existent pour lutter contre le dérèglement climatique. Et on a une autre initiative qui est là apportée par un collectif qui s'appelle le Collectif pour une transition citoyenne. Et cette journée, ça s'appelle la Journée de la transition. Et ça aura lieu le 23 septembre prochain. Je vous parle de ces deux initiatives parce qu'elles se rapprochent beaucoup et elles vont dans la même direction. Puisque maintenant, il n'est plus juste question de montrer ces initiatives et de prouver qu'elles existent. D'ailleurs, Nuit debout a participé à les mettre en lumière. Mais c'est bien d'inciter à passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces initiatives, elles se démultiplient, il faut qu'elles changent d'échelle pour qu'on arrive à un point de basculement qui nous permette de répondre aux enjeux actuels et notamment aux enjeux écologiques. Donc juste vous dire que ces initiatives existent, mais qu'elles n'existent pas s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, puisque c'est bien se mobiliser sur ces territoires avec une mobilisation de terrain et faire venir les AMAP, les Fab Labs, les personnes qui sont mobilisées sur des productions d'énergie renouvelable citoyenne, sur des terrains agricoles citoyens, etc. Rassembler toutes ces personnes. Avec Alternatiba, c'est à l'occasion de Village des Alternatives. Avec la journée de la transition, c'est des formes très variées et en fait tout le monde peut se mobiliser, tout le monde peut participer. Donc moi je vous donne rendez-vous prochain, on va essayer de faire en sorte que ce soit un rendez-vous citoyen cette rentrée et qu'on ait un souffle de vie nouveau et une envie de continuer à avancer, puisque les élections qui arrivent risquent de peut-être nous mettre le moral dans les chaussettes. Voilà, donc rendez-vous en septembre pour un grand souffle citoyen. Merci beaucoup. Donc, est-ce que Eric du DAL est dispo? Oui, en réunion. Sinon, on va demander à Edwige de Attaque de venir nous parler du groupe Action. Et je redemande si l'association pour une constituante d'André et Anne-Cécile sont là. Et après, du coup, il y aura Stop Bolloré, s'ils peuvent se préparer. Oui, bonsoir. Alors, je vais parler des actions que Attaque est une association pour la taxation sur les transactions financières, fait depuis un certain temps. Mais là, nous avons lancé avec d'autres organisations et associations une semaine d'action qui s'appelle End Taxes Haven, c'est-à-dire la fin des paradis fiscaux. Nous avons commencé hier, enfin on avait déjà fait quelque chose il y a 10 jours. On a repeint les vitrines de la boutique Apple à Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que symboliquement, ça veut dire on opacifie les banques puisque elles opacifient leur compte bancaire et qu'elles envoient tout dans les paradis fiscaux et que nous ne savons rien du tout. Donc hier, nous avons repeint à Domini 4 banques. Bon, ça c'est terminé au commissariat, mais c'est pas grave. On s'amuse beaucoup. Et il y a un groupe qui a repeint une banque aux Champs-Élysées, une Société Générale. C'était génial, ils étaient 35, ils ont également fini au commissariat. Mais on s'amuse énormément. Et pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de représailles, mais on va voir. Vous savez qu'il y a 300 milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux au niveau de l'Europe. Au niveau de la France, c'est entre 80 et 120 milliards par an. Et on nous dit qu'encore, on ne sait pas d'où, parce que c'est certainement beaucoup plus élevé que ça. Mais nous n'avons pas tous les vrais chiffres. Donc c'est le syndicat national de la finance en général qui donne les chiffres, donc ils sont quand même bien informés et bien avertis. Nous allons continuer les actions contre les multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Beaucoup de multinationales doivent des milliards d'euros à la France parce qu'elles vont s'expatrier en dehors de la France. Et elles ne payent pas leurs impôts. Donc c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui partent en fumée. Nous aussi, on est en train de partir en fumée. Merci les petits Chinois, on vous a soutenus et voilà ce qu'on gagne. Non, non. Alors ça, franchement, c'était nul. Donc non, non, non. Et là, c'est surtout les policiers qui sont en train de gazer. Donc c'est de la faute à personne, mis à part à la police qui réprime. Hein. Donc non, non, c'est pas moi. Justement, je dis que je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà. Non, non, mais complètement. Non, mais oui, je viens de dire justement.